C'est véritablement une grâce parce que l'Église a bien voulu dédier cette journée à la Croix Bleue. Et tout l'honneur est pour nous d'être à ce rendez-vous. Je voudrais vous saluer, chers téléspectateurs, qui prenez le temps de nous suivre. L'honneur aussi pour nous d'être avec les responsables de la Croix Bleue, à commencer par le très révérend André Akeeso. Il est l'aumônier de la Croix Bleue. Tout à l'heure, vous saurez ce que c'est que la Croix Bleue, pour ceux qui, pour la première fois, entendent Croix Bleue. Ensuite, nous recevons le président de la Croix Bleue à la personne de M. Laurent Manta. Et puis, nous avons un serviteur itinérant, le frère Daniel Thio. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de Dieu avec nous, vous souhaiter d'abord, très révérend, la bienvenue à ce rendez-vous. Merci. Comment vous allez? Ça va. Président, comment vous allez? Merci, je crois que pour moi c'est un réel plaisir, le plaisir est partagé. La dernière personne, c'est le psychologue Daniel, l'inspecteur principal d'éducation spécialisée, assistant social, psychologue, responsable service social et projet de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. C'est cela? C'est bien ça, oui. Le président... En quelque sorte, le Magellan. Le Magellan, d'accord. Qu'on appelle le vagabond de la charité. Ah, d'accord, ok. On va permettre que le doyen puisse... Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le doyen, il a animé cette émission pendant près de 17 ans. 17 ans. Non, je suis Nous sommes dans leur sillon, quoi. Oui. Non, mais tu as hérité. Merci. Du royaume. D'accord, allez-y. Vous allez présenter ce mot, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur notre Dieu, pour cette plage que tu ouvres pour nous, afin que ton peuple soit instruit. Sois avec nous comme à l'accoutumée et agis par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Cette journée, pour nous, elle était extrêmement importante dans la mesure où tout le peuple de Dieu, logiquement, devrait être enseigné. Enseigné, informé, éduqué. Parce que quand on parle de la drogue, c'est vraiment très dangereux. Je vais laisser le président d'abord de faire peut-être un encart sur la structure elle-même, pour que le peuple de Dieu ou les téléspectateurs sachent ce que ça veut dire la Croix Bleue. Et merci, révérend. Il faut dire que la Croix Bleue est une institution qui a été fondée en 1877 en Suisse. Et auparavant, il faut dire que la Suisse est un pays réputé pour des institutions à caractère caritatif. Vous comprenez, la Croix Bleue, c'est aussi en Suisse. Donc, cette institution a été créée en Suisse. Elle a évolué par la société d'abord de tempérance. Et ensuite, voyant un peu les dégâts que cause l'alcool en milieu sociétal, le fondateur, lui, M. Richard, a estimé qu'il fallait aller au-delà de la tempérance et arriver au stade de l'abstinence. Et c'est ainsi qu'il a créé la société des Croix Bleues. Et cette Croix Bleue, elle a évolué de par tout le monde et elle a été introduite en Côte d'Ivoire par le pasteur, docteur en ce sens, parce que avant la colonisation, il y avait des pasteurs qui avaient des statuts et des fonctions précises. Donc le docteur Louis Benoît était pasteur et il travaillait dans le champ de l'église protestante méthodiste à San Pedro. Et c'est lui qui a introduit en 1930 la Croix Bleue en Côte d'Ivoire. Donc il faut dire que moi je rends grâce et gloire à Dieu et surtout féliciter l'église méthodiste de Côte d'Ivoire parce que c'est cette église-là qui a accueilli la Croix Bleue. Et lorsque vous passez dans tous les pays où il existe, il y a toujours une église qui accueille cette institution. Ce n'est pas la même église. Vous arrivez au Ghana, c'est l'église presbytérienne. En Côte d'Ivoire, c'est l'église méthodiste qui a accueilli la Croix Bleue. Et elle a entretenu la Croix Bleue pendant des années et avant de lui donner son autonomie financière et administrative. Parce que l'église même a reconnu que ce travail-là relève de toute la population et que ça intéresse toute la population plutôt que de les cantonner dans un cercle religieux, pour dit. Là, la précision en vaut la peine. Et il faut dire qu'en 1930, la Côte d'Ivoire n'était pas encore indépendante. Mais l'église méthodiste existait. Tu vois, non? Donc, c'est cette église qui a accueilli cette organisation. Et il faut dire qu'on était même la première organisation non gouvernementale en Côte d'Ivoire.
Puis lorsqu'on regarde dans les annales historiques de la Côte d'Ivoire, c'est la première ONG de Côte d'Ivoire. Donc elle a travaillé et au départ c'était l'alcool, puisque c'est l'alcool sévissait à cette époque. Et on évoluait, on évoluait selon le temps et l'espace. On est arrivé avec le tabac. Aujourd'hui, on a attaqué la drogue, les agents de drogue. Donc la Croix-Bleue évolue selon l'espace et le temps et l'évolution des fléaux qui sévit notre société. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus sur les agents de drogue. L'alcool a beaucoup plus baissé au niveau de la consommation. Et aujourd'hui, l'attrait, c'est les agents de drogue. Et la drogue a commencé à prendre une importance telle que ça défraie la chronique. Et ça inquiète. Voilà. Donc c'est une Croix-Bleue qui est là depuis... Nous sommes à notre 94e anniversaire d'existence. Donc ce n'est pas rien. Donc on tend, par la grâce de Dieu, on tend vers les centenaires. Ouais. Donc c'est très important. Donc nous avons travaillé. Cette institution est répandue dans toute la Côte d'Ivoire et pas mal de pays d'Afrique. Et c'est cette institution qui célèbre aujourd'hui, hein, non seulement son 94e anniversaire, mais célèbre sa journée que l'Église a bien voulu la dédier pendant des années. Donc à chaque année, dans le mois de septembre, à la même période, c'est-à-dire troisième semaine ou dernière semaine du mois de septembre, on a la journée nationale de la Croix-Bleue. Mais on a fait fort, puisque lorsque nous sommes allés plusieurs fois à l'Assemblée générale, nous avions inculqué cette notion de dédier une journée à la Croix-Bleue et la Fédération internationale a épousé le modèle de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire et a accepté qu'on ait une journée internationale de la Croix-Bleue qui se déroule dans la même époque. Là, il faut le dire, c'est très important. C'est une action de l'Église méthodiste et c'est une action de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que vous avez tellement œuvré, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Église méthodiste qui prône la Croix-Bleue. Il y a toutes les communautés chrétiennes. Oui. Donc, il faut le signaler. Le président l'a dit. J'y arrivais. On a ouvert. Voilà. Et les portes, nos bras sont ouverts à tout le monde. Donc, nous même dans l'Église ariste. Hein. Même dans l'Église ariste. Puisque l'alcool ne trie pas. Non. La drogue non plus ne trie pas. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les églises. Mais la Côte d'Ivoire, en tant qu'État et gouvernement, a adopté aussi la Croix-Bleue. Et soutient vraiment de mettre la Croix-Bleue. Au départ, c'est l'Église qui l'a accueilli. Oui, mais... Maintenant, l'Église a ouvert les portes. L'Église a donc son envie de gestion et de santé financière. Et maintenant, la Croix-Bleue, c'est toutes les communautés réunies. Parce que même lorsque nous faisons des formations à l'école, dans les entreprises, etc., ça concerne tout. C'est un fait de société. C'est ça. Donc, dans le monde sociétal, si vous excluez une partie, mais vous prêchez dans le désert. Parce que là, vous allez exclure une partie va être enseignée ou bien éduquée, ou bien formée. Mais l'autre partie va venir contaminer la partie qui est éduquée, formée. Cette année, l'accent est mis sur quoi? Cette année, nous avons jugé de mettre l'accent sur la jeunesse ivoirienne face aux nouvelles drogues. Et ça, c'est très important. Et notre expert aura tout à l'heure l'occasion de vous en développer. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué qui nous ont poussés à choisir ce thème-là? Regardez vous-même. Vous êtes tous des parents d'élèves. Vous avez tous des enfants. Vous mettez l'enfant à l'école, c'est un investissement que nous pouvons essayer de faire pour avoir en retour ce qu'on appelle RSI, le retour sur investissement. L'enfant arrive à un stade, avec ce qu'il a appris, au lieu d'avancer et apporter une plus-value au développement de sa famille, au développement de son pays, au développement de sa société, l'enfant, avec cette ingéniosité, va créer des drogues pour en consommer. Et là où nous sommes arrivés. Et ils ne se sont pas gênés pour même baptiser la drogue Kadhafi. C'est une invention de la jeunesse. Ah bon? Oui. C'est une invention de la jeunesse. Je crois qu'on va aller directement. Après, on reviendra au président. Mais on va aller avec le thème qui est extrêmement important, qui servira certainement d'exhortation. C'est serviteur imprudent, celui qui mange et boit avec les ivrognes. Mais nous allons nous en tenir ce jour spécifiquement par rapport au thème la jeunesse et les nouvelles drogues. Daniel. Merci, révérend. Alors, le thème de cette année, la jeunesse face aux nouvelles drogues. J'aimerais apporter 2 ou 3 points d'éclaircissement, lever quelques équivoques
avant de parler de quelques nouvelles drogues et puis de voir comment est-ce qu'on peut se défaire des drogues. C'est clair que le temps va nous persécuter, mais on essaiera d'aller à l'essentiel. La première des choses, c'est que lorsque nous parlons de drogue, on ne parle pas que des substances combattues par la loi. Nous qui sommes dans le domaine, il y a d'autres substances qui ne portent pas le nom de drogue, qui se trouvent dans nos familles, qui se trouvent dans nos voitures, dans nos bureaux, dans nos sacs à main, en nous-mêmes, qui sont des drogues qui peuvent être utilisées comme des drogues. Et c'est ces substances licites, je veux dire, qui ne sont pas combattues par la loi, qui sèment quelquefois la confusion avec le reste des substances que la loi a baptisées drogues. Par exemple, je vous donne par exemple le cas de la cigarette. La cigarette, c'est une drogue, nous disons que c'est une drogue, mais la loi ne va pas vous combattre parce que vous avez une cigarette. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que... Le gouvernement a pris un décret par rapport à la cigarette. Si vous fumez en public, oui. C'est très dangereux. Non, mais c'est limite. Ils autorisent à fumer, mais pas en public. Mais voilà, exactement. Et puis on autorise. Bon, c'est autorisé. En fait, c'est autorisé. Okay. C'est autorisé sous certaines conditions. Je veux parler par rapport à certaines autres drogues. Si vous avez de la cocaïne, vous ne pouvez pas en détenir, vous ne devez pas en détenir. Exactement. Alors que la cigarette, si vous en avez, voilà. On en vend publiquement aussi. C'est ça. Le deuxième point, c'est que, d'après les observations que nous faisons sur le terrain, c'est que le portail qui amène vers les drogues est un portail légal. Je veux dire que les raisons que les gens se donnent pour toucher aux drogues sont en général des raisons qui peuvent être socialement acceptables. Est-ce que c'est mauvais de travailler, de bien travailler? Non. Il y en a qui utilisent des drogues soi-disant pour bien travailler. Est-ce que c'est mauvais de bien dormir? Non. Il y en a qui utilisent des drogues dans ce sens. Est-ce que c'est mauvais de se sentir bien, d'être à l'aise, d'éprouver de la joie? Non. Mais et tous ces paramètres conduisent les gens dans le sentier vers la drogue. C'est pour cela que je dis, le portail lui-même, il est légal, alors que les substances sont poursuivies et combattues par la loi. La dernière des choses sur cette question de drogue, et qui revient et qui nous renvoie au thème de cette année, on parle de nouvelles drogues. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de nouvelles drogues. Les nouvelles drogues n'existent pas. Il y a de nouveaux mélanges. C'est-à-dire que les anciennes drogues qui sont là vont être mélangées d'une autre façon pour créer un autre produit qui paraît nouveau. Donc c'est normal qu'on en parle. Donc voilà, donc il y a de nouveaux mélanges qui sont faits, comme cela a été dit tantôt, par nos enfants, nos petits frères, qui mélangent, ils essaient des choses. Ils s'essaient à la mort en réalité. Ces nouveaux mélanges dont je vais parler tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'il y a des nouveaux consommateurs. Le profil de ceux qui utilisent les drogues est en train de changer. C'était des gens de 15, 20, 25 ans, mais aujourd'hui, l'âge moyen des utilisateurs de drogue est en train de descendre vers 11 ans, 10 ans, 9 ans. Donc les gens consomment des drogues de plus en plus jeunes. Donc, et le changement de profil laisse passer des nouveaux effets qui font penser à des nouvelles drogues, effectivement. La dernière chose sur cette question, c'est qu'il y a des nouveaux contextes. Aujourd'hui, les gens, ils vont consommer des drogues de visu, c'est-à-dire devant tout le monde, et ils vont se filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, les évolutions technologiques créent un environnement qui est différent. Le contexte est en train de devenir un peu différent. Donc, et tout ça, ça justifie effectivement le fait qu'on parle de nouvelles drogues. Sinon, si vous regardez, les drogues existent depuis l'aube de l'humanité et même avant l'homme, parce qu'elles sont d'origine naturelle. Les plantes et autres, tout ça, ça a été créé par Dieu, ça existe depuis longtemps. Ou d'origine synthétique, c'est-à-dire que c'est des médicaments que nous utilisons pour nous soigner et il y a des gens qui les détournent. Donc en matière de drogue, le problème de fond, c'est la question du détournement. On détourne des plantes, on détourne des substances qui sont bonnes pour la santé pour rechercher un effet autre que celui que nous pouvons imaginer par rapport à la substance. Voilà certains éléments qui créent la confusion et qui nous donnent du fil à retordre parce que lorsque nous adressons aux jeunes, aux mamans, aux papas et autres, tout ça, c'est des questions qui reviennent, c'est des questions qui nous reviennent et il est bon de clarifier avant de parler effectivement de ces nouveaux mélanges. On peut parler de la chicha. La chicha que tout le monde connaît, on voit ça partout, mais c'est des dispositifs qui ont toujours existé en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Mais c'est depuis quelques années que leur usage, j'ai envie de dire, c'est démocratisé, c'est massifié. Quand vous passez, les jeunes sont assis au bord des maquis, là, ils ont de la chicha, et ils fument. Alors que c'est des substances très dangereuses qui ont été interdites déjà
dans certains pays. Vous ne pouvez pas consommer de la chicha dans certains pays. En Côte d'Ivoire, cela ne l'est pas encore. J'espère que la législation va évoluer pour aller vers cela. Il y a des produits dangereux. Il semble que, j'ai écouté un expert qui a dit qu'une heure de chicha, c'est comme si vous aviez fumé 100 cigarettes. Or, la cigarette en elle-même est si dangereuse qu'elle contient entre 4000 et 8000 substances. Dans chaque cigarette, il y a entre 4000 et 8000 substances. Dans la cigarette, il y a du goudron, il y a du monoxyde de carbone, ça crée les maladies du cœur, les maladies de la circulation, ça rend impuissant. Ça, c'est le secret des grands fumeurs. Ça vous fait dépenser, etc. Et si on a un autre produit, comme la chicha qui est encore plus dangereuse, je pense que nos enfants, nos jeunes devraient s'en méfier. Je peux encore vous parler d'un autre produit qu'ils appellent l'IN. L'IN, c'est un mélange à la codéine. Voilà. Ils utilisent des médicaments que nous avons chez nous à la maison, ou bien les procurent à la pharmacie avec des ordonnances qui sont légales, comme je l'ai dit. Ils vont faire des mélanges, ils vont faire des compositions. Et à la fin, le résultat de la consommation de l'effet de ce produit-là, c'est comme si la personne avait pris de l'héroïne ou bien un produit qui est déjà connu, alors que les produits sont presque tous légaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas interdits, ils sont en vente libre. Voilà des compositions qui font passer aux nouvelles drogues. Et tout à l'heure, mon patron a parlé de Kadhafi. Et Kadhafi, c'est boisson énergisante qui est déjà dangereuse. J'en parle depuis des années, la boisson énergisante, c'est des boissons qui sont dangereuses parce que il y a deux éléments dont je vais parler. Il y a le sucre, l'excès de sucre dans ces boissons. Ensuite, l'excès de caféine dans ces boissons. Et on a ajouté maintenant de l'alcool. Et sur la canette de cette boisson qui a été interdite, c'est écrit 18%, mais le taux réel n'est pas 18%, c'est beaucoup plus que ça. Donc, alcool, plus caféine, plus sucre, avec risque de diabète, vous voyez que c'est un cocktail explosif. Et c'est ça que nos enfants vont prendre, ils vont mélanger avec un médicament qui existe depuis longtemps, le tramadol, qui est dosé à 50 mg. Ils vont utiliser du tramadol dosé à 250 mg, à 500 mg. Ils vont tout mélanger, ils vont ajouter d'autres choses dont nous ne connaissons pas la composition. C'est ça les nouvelles drogues. C'est ça les nouveaux essais auxquels ça donne nos enfants, nos petits frères. Ils sont ingénieux. Oui, ils sont ingénieux, c'est des candidats à l'aventure. Vous voyez, c'est une aventure psychédélique, je les appelle les psychonautes. Ils essaient des choses qui sont extrêmement dangereuses. Parce que d'un point de vue de la biologie, les adolescents sont vulnérables. La partie du cerveau qui est responsable de l'analyse des risques et autres atteint sa maturation vers l'âge de 20-25 ans. Donc ça veut dire que d'un point de vue biologique, nos enfants, nos petits frères sont vulnérables et que nous, les adultes, nous devons guider la jeunesse à travers son développement. Je voudrais leur dire un certain nombre de choses. Le temps ne nous permettrait pas de nous étendre. C'est que si vous touchez à de la drogue va jouer avec votre corps. Donc il y a des effets physiques. Vous allez avoir des maladies physiques, des maladies du cœur, des maladies des reins, des maladies du foie, des maladies de l'estomac, etc., etc. La drogue va jouer avec votre esprit. Donc il y a un retentissement mental. Et c'est pour cela qu'on leur donne les mêmes médicaments que dans les hôpitaux psychiatriques. Parce que le terminus des drogues, en réalité, c'est le cerveau. Donc, vous jouez avec votre corps, vous jouez avec votre esprit, vous jouez avec vos relations. Si vous avez une personne usagère de drogue dans une famille, il y a de fortes chances que la famille souffre autour de la personne, quelquefois plus que la personne. Donc, il y a un retentissement relationnel. Et si c'est un chef de famille qui doit s'alcooliser, je prends l'exemple de l'alcool pour venir battre sa famille, venir menacer tout le monde, donc il y a un retentissement familial. Et ça, c'est des choses que nous voyons tous. Ensuite, il y a l'aspect économique. Il y en a qui n'ont pas peur des maladies, mais vous ne pouvez pas consommer de drogue sans dépenser. Si vous fumez de la cigarette chaque jour, vous êtes obligé de dépenser. Peut-être que vous n'allez pas avoir un cancer un jour, mais vous ne pouvez pas vous soustraire aux dépenses. Calculez les dépenses que vous faites. Si vous prenez un paquet de cigarettes par jour et que vous multipliez par le prix, par 7, pour avoir la dépense par semaine, ou bien par 30 ou 31, parce qu'il n'y a pas de férié dedans, vous multipliez par 365, fois 10 ou 20, vous vous rendez compte que vous vous soumettez à des dépenses de plusieurs millions. C'est toute une fortune. Hein? Toute une fortune. Hein? J'aime dire qu'il y a des gens qui ont fumé une villa ou bien tout un quartier. Et ça, vous ne pouvez pas vous soustraire à cela. Ensuite, il y a un aspect professionnel. Si vous travaillez, vous êtes un employé. Et votre patron vous veut lucide parce qu'il vous paye pour le travail de lucidité que vous faites. Si vous n'êtes pas lucide et que vous arrivez, c'est vous qui
je dis n'importe quoi, vous vous bagarrez avec tout le monde, vous recevez mal les gens, un jour, ils risquent de vous remercier. On a des cas comme ça à la Croix-Bleue de personnes qui travaillent, qui ont perdu leur emploi à cause de l'usage de ces substances. Et très souvent, c'est des jeunes. Et des jeunes qui viennent de commencer à travailler, qui croient que la vie s'arrête au présent. La vie continue après la jeunesse. La vie se poursuit. Donc, il faut faire attention. Vous risquez de perdre votre famille, votre mental, votre physique, vos économies en touchant à de la drogue. Et je termine toujours par l'aspect spirituel. Quand vous prenez des drogues et que vous n'êtes pas capable de vous réaliser vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes vous-même, vous ne pouvez pas penser à Dieu. Vous n'allez pas penser aux autres. Vous n'allez pas penser à la Bible. Vous n'allez pas penser aux Saintes Écritures. Donc il y a un aspect spirituel qui est important. Et c'est pour cela que cette émission qui nous donne l'occasion de parler des drogues, je peux vous remercier. Je peux poursuivre pour donner un certain nombre d'informations sur les drogues. Ça paraît comme des mauvaises nouvelles, mais je suis obligé de les donner. La première des choses, c'est que les drogues sont difficiles à soigner. C'est très difficile parce que... C'est très difficile à soigner. Oui, c'est difficile à soigner parce que ceux qui soignent les drogues, en général en Côte d'Ivoire pour l'instant, les spécialistes vrais sont formés à l'extérieur. C'est maintenant qu'il y a des structures de formation qui sont en place. Donc, c'est des choses difficiles à soigner qui appellent les sciences médicales, ça appelle les sciences sociales, la psychologie et autres, ça appelle le service social, la famille, la criminologie, ça appelle tout le monde. C'est très difficile à soigner les drogues. Et quelquefois, en raison du risque de rechute, on n'a pas toujours le résultat de 100%. De toute façon, ça n'existe pas en médecine. Mais avec les drogues, il y a un moindre résultat à cause de la question de la rechute. La deuxième chose, c'est que les prévisions des Nations Unies ne sont pas optimistes sur la question de la drogue en Côte d'Ivoire et en Afrique d'une façon générale. Ils pensent que d'ici 2030, c'est-à-dire on est dans 6 ans, que les drogues vont augmenter en Afrique de 40%. Et en Afrique, de 40% en Afrique. Augmenter, pas diminuer. L'usage de drogue. Oui, de diminuer. Ça va augmenter d'ici 2030, c'est-à-dire que si aujourd'hui on a 10 personnes qui utilisent des drogues, en 2030 en Afrique, il y aura 14. Et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est 45%. Donc il y aura près de... c'est-à-dire qu'il y aura près de 15 personnes qui vont... Mais c'est une moyenne. C'est ça. Et cette moyenne, il faut l'observer de près. Est-ce que la Côte d'Ivoire que nous connaissons est en dessous des 45% ou bien en dessus? Moi, je pense que nous serons en dessus. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il est bon que ces informations soient mises sur le tapis pour que nous puissions tous prendre des dispositions, pour que le législateur, l'homme de pouvoir, les organisations qui luttent contre les drogues, les organisations de prise en charge comme la Croix-Bleue et autres, pour que nous puissions redoubler d'efforts si nous ne voulons pas voir notre nation s'effondrer. La Croix-Bleue peut aider pour la prise en charge qui est holistique. Holistique, ça veut dire qu'on fait appel à la médecine, à la psychologie, au service social, à l'éducation spécialisée, à la criminologie. On met ensemble toutes ces méthodes pour pouvoir aider. Dieu aussi, Dieu libère, l'évangile libère de la drogue et cela est vraiment important. Parce qu'il y a un aspect spirituel, dans l'usage des drogues. C'est vrai qu'on ne va pas tout mettre sur le diable, dire que c'est Satan, les démons qui font que les gens consomment, mais cet aspect ne devrait pas être occulté. Voilà donc ce que je peux dire un peu sur les nouvelles drogues d'une façon synthétique. Dans le cas de la cure, c'est vrai, ce que vous êtes en train de dire, ça fait peur. Ça fait peur. Parce qu'on ne peut pas soigner. Ouais. Là, alors... On peut soigner. On soigne, mais c'est une maladie du cerveau. Les drogues provoquent une maladie du cerveau parce que le cerveau, c'est l'organe le plus complexe de l'univers. Il enregistre très vite les sensations agréables. En fait, dans le cerveau, il y a un circuit qu'on appelle le circuit du plaisir, qui est activé quand nous faisons des activités de tous les jours qui nous donnent du plaisir, comme la nourriture, regarder une bonne émission, etc. Et les drogues vont activer ce même circuit avec plus de plaisir, en y injectant plus de plaisir. C'est pour ça que la personne se soustrait volontairement des activités qui nous donnent le plaisir pour s'isoler, pour se consacrer à sa drogue. Ça se soigne et ça se guérit. Et c'est pour ça que quand les patients ils arrivent à la Croix-Bleue, il y a ce que nous appelons l'entretien motivationnel. On motive la personne au traitement. Quand il veut s'en sortir, on a de meilleurs résultats. Et ça, c'est par ça que nous commençons à chaque fois. Mais le fait que quelqu'un rechute ne signifie pas que les praticiens
ne sont pas compétents. Ça ne veut pas dire aussi qu'il ne veut pas. Ça ne veut pas dire que c'est la famille. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ensemble de facteurs qu'il faut interroger, qui justifient un peu la rechute. Et là, ça va dépendre de la résistance de la personne à la pression des pairs, de sa vulnérabilité économique. Ça va dépendre de la disponibilité même des drogues dans son environnement, de son environnement familial, de plusieurs facteurs qui peuvent faire que la personne va rechuter. Donc la rechute n'est pas la fin du monde. Et quand vous avez soigné quelqu'un, que ce soit à la Croix-Bleue ou ailleurs, et qu'il y a une rechute, il ne faut pas hésiter à revenir. Il faut revenir. Ce n'est pas une maladie dont on sort d'une façon linéaire. Ça, c'est l'exception. La règle, c'est la rechute, la rechute, la rechute, sans que cela ne soit quand même un argument pour ceux qui utilisent les drogues pour dire ils ont dit qu'on va rechuter. Non, non. Ça dit que la personne ne rechute pas pour les mêmes raisons. S'il a rechuté cette fois-ci parce qu'il a été surpris par la fête, la Côte d'Ivoire a pris la coupe, il a été surpris, il s'est retrouvé dans un endroit, il a rechuté. La prochaine fois, il ne va pas rechuter pour ça. S'il est motivé, s'il veut s'en sortir. Il y a quelqu'un qui est en train de poser une question. On met combien de temps pour être guéri? On met combien de temps pour être guéri? On ne peut pas savoir combien de temps on met pour être guéri. On peut être guéri en 2 minutes. Hein? En 2 minutes. En 2 minutes. On peut être guéri en 2 semaines, en 2 semaines, en 2 mois, en 2 ans, en 20 ans. Mais je voudrais dire que nous ne parlons pas de guérison. Nous parlons de stabiliser la personne. En raison du fait que le cerveau a enregistré le goût de la drogue, c'est là. C'est-à-dire 20 ans plus tard, la personne peut rechuter si les circonstances, certaines circonstances sont réunies. On peut s'en sortir. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On peut s'en sortir. Et c'est pour cela que j'ai parlé tantôt de travail de psychologie. On arme la personne, on le coach, on le refabrique de manière à ce qu'il pense, à ce qu'il puisse penser différemment. Il réfléchit différemment. Avant, quand il voit la substance, il l'utilise. Maintenant, quand il la voit, il sait que ça peut nuire à sa santé et tout ça en raison du traitement. Et il décide de passer outre, de la dépasser. Même s'il en a envie, même s'il a attiré. Donc on dit qu'on a stabilisé la personne. En fait, on oriente la personne vers des arguments qui sont fondamentaux. Par exemple, j'ai besoin de voir mes enfants grandir. J'ai besoin de rester en bonne santé et non des arguments du type « ma maman n'aime pas, mon papa n'aime pas, je n'ai pas d'argent, je suis fatigué, je ne peux pas sortir ». Ça, ce n'est pas des bons arguments. Comme nous parlons spécifiquement des nouvelles drogues, Oui. Comment on peut reconnaître que quelqu'un ou un jeune l'a consommé? Quelle est l'attitude? Comment le parent peut savoir? Alors, c'est une très bonne question. Les parents doivent être observateurs. C'est-à-dire que vous devez connaître votre enfant. Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à parler, à s'isoler? Est-ce qu'il a tendance à s'ouvrir, à s'enfermer? Est-ce qu'il a tendance à sortir, à ne pas sortir, etc. Et lorsqu'il y a un changement, je parle particulièrement à la période de la préadolescence, qui est en train de diminuer vers 10 ans jusqu'à 16, 17 ans, s'il y a un changement dans le comportement de l'enfant, un changement d'attitude, il a des objets qu'il n'avait pas avant, il est devenu, comme on peut le dire, il est devenu bizarre, les parents ne doivent pas paniquer. Il ne faut pas paniquer du tout. Ça, c'est la première des choses que je recommande. Il faut s'entretenir avec l'enfant, trouver la bonne personne. Quelquefois, ce n'est pas papa, quelquefois, ce n'est pas maman. Quelquefois, il faut trouver dans son entourage la bonne personne pour s'entretenir avec lui au bon moment, avec les bons mots. Quelquefois, les résultats sont spectaculaires, ils ont besoin juste que les adultes s'intéressent à eux. On est de plus en plus occupés, on n'a pas le temps de leur parler, on regarde des films, je ne vais pas citer les films qu'on regarde et tout ça. Bon, et ils sont délaissés. Donc, l'usage de la drogue, c'est un symptôme. Et quand vous observez le comportement de l'enfant avant et puis avec le changement, vous pouvez commencer déjà à vous poser des questions. Est-ce qu'il prend des drogues ou pas? Et avec les hypothèses, il ne faut pas paniquer, comme je l'ai dit, faire un entretien. Et quand il y a une consommation avérée, il peut vous dire, je consomme des drogues, j'ai besoin d'être secouru, je veux qu'on m'aide. Quand c'est comme ça, c'est encore plus facile. Il faut contacter une institution de prise en charge, comme la Croix-Bleue, pour faire déjà un test de toxicologie. Il peut dire, bon, moi je prends une drogue A. On va faire le test, c'est un test urinaire, il n'est pas invasif. On va trouver drogue A plus B, parce qu'on a mélangé pour lui donner. Donc, ensuite, on fait un bilan sanguin qui montre l'état de fonctionnement des organes, et puis la prise en charge va s'articuler autour des résultats et de ce que la personne dit, aussi avec ce que sa famille dit. Donc, les jeunes sont vulnérables aux drogues. Je l'ai dit, il y a une vulnérabilité biologique, mais il y a aussi une vulnérabilité économique. Et ils sont plus sensibles à la pression des pairs que les adultes. Et c'est pour cela que les jeunes
sont souvent la proie des vendeurs, des utilisateurs de drogue. Je me rappelle sur ce plateau, on parlait de la drogue Kadhafi. Oui. D'abord, pourquoi Kadhafi et qu'est-ce que cette drogue-là présente? Kadhafi, bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense que Kadhafi il symbolise quoi? La révolution. Hein? La négation de tout ce qui est norme, de l'affirmation de soi. C'est ça. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça, à mon avis. Donc ils vont trouver des noms qui vont exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que c'est un symptôme que de prendre une substance, une drogue, et la mettre dans son corps. Il faut rechercher les causes. Et là, il y en a 1001. En fait, il n'y a pas de cause en réalité, on parle de facteurs. Il y a plusieurs choses qu'il faut mettre ensemble pour savoir pourquoi les gens utilisent la drogue. Venons dans la prise en charge. C'est seulement la Croix-Bleue? Non, ce n'est pas seulement la Croix-Bleue. Il y a d'autres institutions publiques, comme l'Institut national de santé publique, comme Benjerville. C'est vrai, les gens ont peur d'aller à Benjerville et dire « Ah, mon enfant n'est pas fou ». Mais on a un médecin qui travaille à l'hôpital psychiatrique de Benjerville qui vient chez nous et elle fait le plein. Parce que, je ne l'ai pas dit d'une façon ouverte, il prend les mêmes médicaments. Donc, si vous êtes à Benjerville et que vous ne voulez pas aller à l'hôpital là-bas, vous pouvez venir à la Croix-Bleue, vous allez venir ensemble avec le médecin, vous allez repartir ensemble. Hein? Il y a l'INSP, il y a beaucoup de structures publiques, privées aussi, qui interviennent dans la prise en charge. Alors, à l'intérieur, si je peux dire un mot, il y a des centres. Partout où il y a un psychiatre. Il y a des centres à Yamoussoukro, il y en a à Boaké, à Korogo, dans les grandes villes, il y a des centres de plus en plus maintenant qui peuvent intervenir. Comme nous sommes dans le cadre de la Croix-Bleue, comment on peut venir, comment on peut... Pour venir à la Croix-Bleue, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous venez seulement. Lundi, mardi, tous les jours. Chaque jour, vous venez, il y a une garde. Il y a une garde qui vient. Maintenant, si vous avez besoin de voir un médecin particulier et que vous appelez, on peut vous dire, bon, venez tel jour à telle heure. Oui. Voilà. Sinon, chaque jour, vous venez, vous payez la consultation et puis vous êtes immédiatement pris en charge par le service social qui vous entend. C'est la porte d'entrée de la Croix-Bleue. Ce n'est pas le portail où les voitures passent. Parce que c'est là qu'on vous entend, c'est là qu'on défriche le champ. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Qu'est-ce qui se passe? L'accompagnateur va parler, la personne va parler. Au besoin, on peut vous entendre séparément, vous mettre ensemble, etc., etc. On défriche le champ avant de vous laisser, parce qu'on ne vous fait pas payer de l'argent pour rien. Et quand on voit que la personne est motivée au traitement et qu'on peut lui apporter de l'aide, que la personne va accepter, donc on engage le traitement. Si la personne est encore dans le doute, on poursuit cette étape jusqu'à avoir un résultat satisfaisant qui est la participation, l'implication de la personne dans le projet thérapeutique. Vous voulez dire que c'est quand la personne a pris conscience... Quand la personne a pris conscience exactement de la gravité. De la gravité. Et les conséquences. Voilà. N'est-ce pas? Qu'on a des meilleurs résultats. Voilà. Qu'on a les meilleurs résultats. On n'a pas le résultat garanti à 100%. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le syndrome de manque, qui est terrible. Quand vous avez utilisé des drogues et qu'un jour vous arrêtez, vous n'en avez pas dans le corps, il y a de la douleur et de la souffrance dans le corps et ou dans l'esprit. Il peut s'agir de souffrance dans le corps et dans l'esprit ou bien dans l'un ou l'autre, qui est terrible, qui font qu'il n'a pas oublié ses anciens engagements, mais il pense qu'il va mourir d'un moment à l'autre. Donc, il dit, on va voir après. Donc, il y a le syndrome de manque, hein, et on l'aide à affronter, on lui dit que ce n'est pas ça qui va te tuer, mais c'est le fait d'utiliser les produits pour lutter contre le syndrome de manque qui peut être fatal pour ta vie plus tard. Donc, voilà. Pour répondre à la question du travail, il faut dire que le traitement du patient, même, il y a un circuit qu'on appelle le circuit du patient. C'est ça. Et donc, ça fait appel à des compétences médico-sociales diversifiées. Nous avons des psychologues au sein de la Croix-Bleue. Or, les psychologues jouent un rôle très déterminé. Je crois que c'est à partir même de notre institution que les gens ont commencé à comprendre l'importance des psychologues dans une institution telle que la Croix-Bleue, telle que d'autres institutions de prise en charge médico-sociale. Merci de rajouter. Je crois qu'on ne finira pas, mais... Non, c'est intéressant. C'est intéressant. On a une exhortation certainement à voir tout à l'heure. Mais je vais dire, à la Croix-Bleue, on peut interner les patients. Oui, à la Croix-Bleue, c'est un hôpital de jour où on a un traitement en ambulatoire, c'est-à-dire vous venez, vous prenez
Mais on peut aussi interner. Les personnes ont des lits, on a du personnel qui est sur place. Je disais tantôt qu'il y a une garde et les patients ils sont suivis. Alors, le fait d'interner quelqu'un ne signifie pas que son cas est plus grave que celui qui reste à la maison. L'internement obéit à ce but de couper la personne de son environnement, de couper la personne des tentations, d'aider la personne à réfléchir sur tout ça. Donc il y a des gens qu'on aurait pu laisser, mais on leur propose de rester, et puis il reste, les parents comprennent et on les fait rester. Donc il reste, il réfléchit, et quand il ressort, il part avec de nouvelles résolutions, comme mon patron l'a dit tout à l'heure, avec l'aide des psychothérapies et de tous ceux qui travaillent dans le service social et projet. Amis jeunes, sachez ce que vous voulez. On parle de vous, on parle de nouvelles drogues. Qu'est-ce que vous voulez? Projetez votre vie dans 30 ans, 40 ans plus tard, qu'est-ce que vous serez? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui peut vous amener à réaliser ce rêve? Première question. Deuxième, la vie ne se limite pas à la jeunesse. Vous n'êtes pas né jeune, vous êtes né bébé. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Dans quelques années, vos cheveux vont commencer à blanchir. Vous allez commencer à ressentir la fatigue de la vieillesse. La jeunesse passe. Mais c'est pendant qu'on est jeune qu'on prend des résolutions pour la vieillesse. Ce n'est pas à 50 ans que vous allez décider ce que vous allez devenir. C'est maintenant qu'il faut le décider. Dernière chose, vos amis. On ne naît pas avec les amis. Les amis passent. Les amis que vous aviez au CP1, ils sont passés. Ceux que vous aviez en 6e sont passés. Les amis entrent et sortent dans votre vie. Ce n'est pas à eux de décider ce qui doit entrer dans votre bouche, dans votre corps, dans votre organisme. Il y a des choses qui ne passent pas. Votre santé ne passe pas. Vous devez vous en occuper. Votre famille ne passe pas. Vos projets ne passent pas. Votre spiritualité ne passe pas. Vous-même, vous ne passez pas. Pensez à vous-même. Quand vous allez penser à vous-même, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui vous poussent à utiliser des drogues. Après, eux-mêmes, ils se repentent, ils laissent. Et quand vous retrouvez 15, 20 ans plus tard, vous ne le reconnaissez pas. Lui aussi ne vous reconnaît pas. Ne soyez pas les victimes de ces personnes qui vous vendent des drogues, qui vous proposent des drogues parce qu'eux, ils veulent de l'argent et vous piègent avec le plaisir qui vous amène toujours soit vers l'hôpital ou bien directement vers le cimetière. Dieu libère de tous les liens, y compris des liens de la drogue. Merci. Merci. Conclusion, oui. Président, oui. C'est une belle conclusion par rapport à l'enseignement, mais on n'a pas encore conclu sur l'Alliance biblique. Sur la Croix Bleue. Sur la Croix Bleue. Aujourd'hui, l'Église a voulu que on réfléchisse sur la Croix Bleue. Je crois que vous avez quand même, en tant que président. Oui, nous avons des manifestations, comme chaque année, au niveau de la Croix Bleue du Côte d'Ivoire. Cette année, les manifestations se sont déroulées dans la commune du Makori, et plus particulièrement au temple judain du Makori, de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, puisque nous célébrons nos journées par alternance, une année à l'intérieur du pays, une autre année à Abidjan. Depuis hier, on aurait dû procéder au don des médicaments au centre de santé communautaire d'Anmabo, mais néanmoins nous avons différé ces dons-là à la semaine prochaine, c'est-à-dire au mercredi prochain, compte tenu du fait que ces dons ne sont pas encore arrivés, ces dons de médicaments ne sont pas encore arrivés à temps. Donc nous avons dû différer cette manifestation. Mais hier, samedi, il y a eu la grande procession, d'abord pour mobiliser tout le peuple du Makori, la population du Makori. D'abord, dans un premier temps, le matin, la formation des responsables des structures de l'Église méthodiste et temple du Jourdain du Makori et dans le district Abidjan Sud. Nous avons voulu cet aspect pour pouvoir donner une formation pour permettre aux parents, aux responsables des structures, à leur tour de servir de courage de transmission en veillant sur la vie de leurs enfants. C'est très important pour qu'ils ne soient pas trop ignorants des effets et aussi de la perception de la drogue. Maintenant, l'après-midi, nous avons eu une grande conférence publique qui a vu le développement du thème qui est la jeunesse face aux nouvelles drogues. Et je crois que cette conférence publique a drainé du monde et ça a suscité beaucoup d'engouement. Et je pense que les autorités communales en demandent encore pour essayer d'aller en profondeur et dans cette zone de ratisser l'âge pour pouvoir faire bénéficier la population de cette formation et aussi la connaissance des nouvelles drogues non seulement à leurs enfants, et eux-mêmes, en tant que parents d'élèves, aux éducateurs
et à tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, tout à l'heure, c'est l'apothéose du culte de clôture qui va se dérouler au temple de Jourdain de Makuri, sous la présidence du bishop Benjamin Boni, qui va présider ce culte-là. Et je pense que là aussi, le volet spirituel sera encore véhiculé au peuple de Dieu, à tout le monde. Tout ce que nous ferons l'amitié aux invités qui viendront tout à l'heure au culte, le sauront. Et je crois que ce volet sera bien distillé par l'homme attitré, le révérend Akeiso. Oui, tout à l'heure, il ira pour nous aider à comprendre serviteur imprudent, c'est lui qui mange et boit avec les ivrognes. On peut lancer l'appel. Bon, je voudrais m'adresser à toute la population de Côte d'Ivoire. La drogue tue. Et comme l'a si bien dit notre expert maison, on ne gagne rien. On n'en retire rien de positif dans la consommation de la drogue. Nous invitons toute la jeunesse à préserver leur dynamisme, leur énergie, leur intellect et surtout leur force pour servir la Côte d'Ivoire de demain, pour servir leur famille de demain, parce que demain, ils seront des pères de famille, ils seront des chefs de famille, ils seront des leaders de communauté, des leaders d'entreprise, des leaders de société. Je crois que si ils commencent dès aujourd'hui à détruire leur corps, ce n'est pas demain qu'ils pourront rattraper cela. La jeunesse est une étape, et la jeunesse, ça passe. Donc il faut songer à ce que demain, vous soyez des hommes compétents, des leaders d'opinion, et que ce soit des cadres de ce pays-là, avec qui on peut compter pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Profitons de cette occasion pour qu'on puisse avoir les contacts. Peut-être qu'ils sont nombreux, qui cherchent, ils ne savent pas comment faire. On va commencer. Je préfère que M. Thio donne le contact. Le contact, voilà. Allez-y. J'ai un contact qui est très facile à retenir. C'est le 07 08 51 11 11. 07 08 51 11 11. Et un contact de la maison. Le 07 deux fois, 65, 68 et 42. D'accord. Voilà. Nous l'avions dit tout à l'heure que le thème de ce jour, pour l'exhortation, serviteur imprudent, celui qui mange et boit avec les ivrognes. Matthieu, on a 3 textes, Proverbes chapitre 23, versets 29 à 35, Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21, et Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. Permettez qu'on vous le lise. Oui. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. Pour ce qui est du jour, c'est cela? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens
pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Verset 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Merci beaucoup. C'est un problème spirituel, hautement spirituel, qui a été posé ici. Quand on passe ou quand on considère la survenue du péché dans le jardin d'Éden, Dieu a pris une option, un plan de salut pour l'humanité, en sorte que il a déchiré les cieux pour faire descendre son fils, qui est passé par Marie, une femme, pour naître dans le monde. Et déjà, Dieu avait ce plan avec lui. Donc, Jésus, en tant qu'enfant, a grandi, il est devenu un jeune homme. À 30 ans, il a commencé son ministère. Et dès l'entame, il s'est entouré de disciples. Ces disciples étaient là pour suivre, pour apprendre, pour prendre le relais quand il ne sera plus là. Je parle, le mot est tombé, quand Jésus ne sera plus là. Quand Jésus ne sera plus là, il faut quelqu'un pour continuer l'œuvre. Mais Jésus va subir l'humiliation, l'oripeau, pour que les disciples aient la possibilité de continuer son œuvre. C'est le sacrifice sublime à la croix du Golgotha. Et donc, dans le cheminement, Jésus avait un plan. Donc, petit à petit, il se cachait, il se dérobait. Mais le moment est arrivé où il est entré triomphalement à Jérusalem. Ça, nous connaissons, n'est-ce pas, le Hosanna, le Hoshana, n'est-ce pas? Et donc, après ça, les gens ont vu que, mais, écoutez, mais le Jésus qu'on attend, c'est un Jésus qui doit venir pour défendre l'État et les privilèges des Juifs. Mais pourquoi il se dérobe? Pourquoi il vient comme ça sur un ânon au lieu de prendre un cheval pour venir? Les gens lui ont gardé dans dit, mais ça, ce n'est pas le sauveur, le Messie que nous attendions là. Lui vient pour faire autre chose. Au lieu de descendre avec les chevaux, les chars, tout ça pour détruire les Romains, il vient, puis les gens chantent Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh! C'était petit à petit le dévoilement du royaume des cieux. Et donc Jésus était en chemin pour Jérusalem, c'est pas du contexte, à parler à maintes reprises du royaume des cieux. Et Matthieu, justement, parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Et ce royaume-là, il faudrait bien que quelqu'un l'habite. Lui, il vient de là. Son père y siège permanemment. Et il est venu pour que ceux qu'il a à ça, qu'il a créé à son image, soient sauvés parce que le diable est venu invectiver, est venu polluer, est venu affecter l'homme dans sa genèse, dans son origine intrinsèque. Et Dieu n'est pas content. Dieu veut se venger du malin. Alors, comme arme, Jésus-Christ. Il peut dire Alléluia. Amen. Et donc, l'arme fatale, ce serait son sacrifice. Et il a commencé à apprendre à ses disciples que, il va partir. Et quand on prend ce texte-là, et qu'on arrive au point culminant, surtout au verset 36 de Matthieu, chapitre 24, on se rend compte que là, le contexte n'est pas donné. Il faut avoir recours à Marc, si tu peux prendre l'exemple, Marc, chapitre 13, à partir du verset 1, on va avoir le contexte précis. Marc, chapitre 13, verset 1 à 4. Là, c'est précisé, c'est clair. Parce que là, Jésus, au lieu de répondre directement aux questions posées, où il y a la question posée, il refuse de répondre. Mais en même temps, il axe, n'est-ce pas, son enseignement
sur la vigilance, sur la prudence. Mais dans cette prudence, il y a des gens qui n'en tiennent pas compte, bien qu'étant responsables. Et c'est là le problème. Mais quelle est la cause? La cause, c'est de cela qu'on a discuté tout à l'heure. À l'époque, les substances psychotropes, c'était le vin alcoolisé, très alcoolisé. C'est à cause de celui-là, un grand responsable qui va dans un bistrot, dans les bars, pour manger et boire avec les ivrognes. Voilà le problème. Donc, si tu peux lire Marc chapitre 13, versets 1 à 4. Lorsque Jésus sortit du temple, voilà, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Verset 5, vous voulez? Non, c'est bon. Il s'agit de l'eschatologie, c'est-à-dire des événements de la fin du temps. Et Jésus prévient ses disciples du grand danger que courent ceux qui ne font pas attention à ce grand moment, à ce grand tournant de l'histoire du monde, et qui vivent comme ils veulent, qui ne se rappellent pas que. Et c'est pour ça que Jésus a choisi comme exemple l'avènement de l'histoire de Noé et de ses contemporains. Noé était un homme intègre. Dieu aimait bien Noé. C'est lui qui a eu la grâce, parmi ses contemporains, de suivre les recommandations du Seigneur. Il avait un penchant particulier pour Dieu. Et il obéissait à la parole de Dieu. La preuve, c'est que lorsqu'il a eu la révélation, dont Dieu a parlé, lorsque Dieu a décrété de détruire le monde, Dieu lui a mis la puce à l'oreille. Et il a exécuté, plan par plan, il veut dire, étape par étape, ce qui avait été demandé, avec les animaux et tous les cheptels qu'il fallait, et les hommes, les femmes, etc. Dieu a donné des précisions. Mais les gens sont venus voir Noé en train de bâtir, disons, ce grand paquebot qu'on appelle l'arche. Il est fou. Et puis on dit, il est fou, mais qu'est-ce que les gens se sont moqués de lui? Et puis ils sont allés, bon, c'est le train-train quotidien, aggravé par l'absorption abusive du vin, les ivrognes, puis la méchanceté de Dieu précis. Et les gens étaient méchants à l'époque. Lorsque vous lisez ce texte, c'est ahurissant, la méchanceté. Et Dieu a décidé de décimer tout le monde. Bon, Noé a tout fait. Il a sauvé une grande partie et Dieu a détruit, comme promis, l'œuvre de ses mains. Noé est sorti, n'est-ce pas, indemne de tout, avec tout ce qu'il a vécu avec lui dans l'arche. Et puis après, comme pour dire merci à Dieu, Noé a planté la vigne et il a bu à satiété pour se réjouir ou pour remercier Dieu, on ne sait quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il en a abusé. Alors, il était découvert, sa nudité a été exposée. C'est un avertissement pour nous. Et Jésus nous dit, hey, ce qui a été dit au temps de Noé, c'est ce qui va arriver. La fin du monde va arriver. Donc il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Et c'est pour ça qu'il a utilisé un responsable, un maître, qui responsabilise quelqu'un. Dieu nous a donné des responsabilités dans le monde. Mais comment nous assumons ces responsabilités? Est-ce que c'est de manière prudente ou de manière imprudente? Alors là, je peux me permettre de dire que le thème de ce jour, c'est serviteur imprudent, celui qui mange et boit avec les ivrognes.
imprudent parce que celui dont il est question dans le texte, lui aussi, il abandonne, n'est-ce pas, en tant que serviteur, son poste pour aller se mêler à d'autres personnes pour manger et pour boire. Il faut absolument que les hommes qui doivent entrer dans le royaume des cieux prennent conscience qu'il veut que les hommes créés à l'image de Dieu entrent dans la maison paternelle. Mais dans le cheminement, comme on peut dire les pèlerins, il y a des gens qui chutent, qui se relèvent et qui marchent. Il y a d'autres qui marchent et qui tombent. C'est le cas des ivrognes, quand ils tombent dans un caniveau, jusqu'à ce qu'ils relèvent. Et puis ici, c'est en ce moment-là que la fin du monde arrive. Comment est-ce qu'il va faire? C'est pour ça qu'on parle de un sera pris, l'autre laissé, etc. Donc nous devons faire très attention à la boisson. Et c'est là que on peut s'arrêter et nous devons faire très attention. Et je crois que c'est important. C'est des conséquences bibliques de l'alcool. À l'alcool, surtout, aux substances, aux drogues, avec les différents noms, Kadhafi, je ne sais pas quoi. On va s'arrêter là et certainement on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci à vous. Le thème est passionnant. Oui, merci au président. Parce que ça, là, il y a des choses que... Merci au président, merci à Daniel Thio, merci au très révérend. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Et à dimanche prochain.